concernant le site, malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose parce qu'il faudrait déjà y être allé. Et on n'a que le témoignage de Mario. On sait que le sous-sol de Nazca est riche. Il y a même eu des études réalisées par satellite pour étudier le sous-sol de Nazca et ils ont détecté des choses, pas mal d'anomalies dans la zone Nazca-Palpa. Est-ce que c'est en rapport avec cette affaire-là? J'en ai aucune idée. Quant à la nature du site, c'est un peu compliqué parce que Mario, d'après ses descriptions, parle de sarcophage, mais il n'y a pas de sarcophage en pierre dans ces cultures. Alors ce serait quelque chose de nouveau. Et puis, il nous a raconté qu'il avait trouvé plusieurs momies, un cas, avec des contextes cérémoniels qui ont été vendus. Pour la petite histoire, il y avait il nous a parlé d'une petite indienne de 11 ans, un cas. Alors quand Mario dit un cas, on peut l'écouter parce que je pense qu'il en sait plus que nous sur ça. Ça fait 25 ans qu'il trafique. Et puis une autre momie, celle d'un homme de la petite trentaine avec des petites moustaches. Et pour l'autre petite anecdote, Mario m'a dit qu'un jour, entre ses potes, ils ont parié une bière, lequel mangerait un morceau de la momie, de la petite. Et Mario a été le seul à le faire. C'est un peu gore, mais bon, c'est des petits détails comme ça qui me font dire que ce genre de truc, tu vas pas l'inventer. Donc, c'est l'un des éléments qui me font dire que oui, il y a quelque chose. Alors sur le site, ma foi, on nous a parlé de tant de choses, d'un système de galeries avec des puits, avec des niches, des galeries en très mauvais état, remblayées de sable que lui s'attache à dégager, et puis des salons plus propres. Il nous a parlé de décoration sur les murs, dans certains avec des pierres en spirale. Il nous a parlé de décoration avec des pierres dans les coins de pierres noires, dans les coins et du sol et du plafond, des choses comme ça. La nature du site, malheureusement, on aimerait savoir, mais on ne le sait toujours pas. Il n'a jamais fait une seule photo avec son téléphone portable dedans? Si, il a fait des photos et il a fait des photos. Alors bien sûr, il a changé 4 ou 5 fois de téléphone parce que il y aurait des problèmes électromagnétiques dans l'endroit. Et oui, il nous a montré des choses, mais on a un accord avec lui, moral, pour ne pas les montrer pour le moment. Ah, maintenant, encore une fois, c'est sa parole c'est sa parole, quoi. Et la nôtre en même temps. Mario, quand il nous parle du site, c'est aussi pour répondre à ta question, parce que je viens de m'en souvenir. Il nous disait à plusieurs reprises que pour lui, il avait l'impression de se trouver face à un laboratoire où on aurait fait des expérimentations. Il m'a parlé aussi de petites fioles qu'il a trouvées en grand nombre, avec du liquide à l'intérieur, des petites fioles en pierre. Et il n'en a jamais ouvert une. Et ouais, il y aurait encore du liquide dedans. Et son idée, lui, c'est qu'il s'agissait d'un laboratoire. Mais après, nous, bon, on a vu des objets par l'intermédiaire de photos, de vidéos, des choses comme ça, que Mario nous a donné en copie, mais qui nous a demandé de ne pas diffuser. Au-delà de ça, il y a des objets en pierre, oui, qu'on a vus, qu'on a pu récupérer. Des objets en pierre en forme de disques volants, des visages anthropomorphes qui ne sont pas véritablement Homo sapiens, que Mario aurait trouvé dans un premier sarcophage, à plus d'1 millier d'exemplaires. Et on voit quelques images, quelques photos diffusées par Kravitz, par Paul Roncero, qui sont réelles et qui sont des images, des photos prises par Mario lui-même. Et bon, voilà. On a aussi des objets en métaux qui sont dans les analyses dans cette institution péruvienne. Et puis des objets en os incrustés
de métal qui représentent des symboles idéographiques qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et alors, on ne sait pas ni l'origine, alors ces symboles ne semblent pas se rattacher à de l'iconographie connue des Nazca ou des Incas. Les Incas avaient des figures qu'on appelle les tocapus, attachées à une possible ancienne écriture, et ça ne se rattache pas à ce genre de choses. Mais peut-être que c'est un symbole, mais ça nous échappe pour le moment. On n'a aucun matériel biologique, mais quand on sollicite Mario, on a un peu comme un accord moral, et il nous facilite toujours l'accès à ces reliques biologiques. Alors en ce qui concerne les reliques, comme je l'ai déjà précisé, elles ne sont pas en possession de l'Institut Incaré, on nous les a prêtées. Pour autant, c'est vrai qu'elles ont été sorties de leur contexte originel. Et je crois savoir qu'elles sont très bien conservées. Il y a des déshumidificateurs et ils sont dans un climat très sec. Et alors, c'est vrai que Maria a reçu un choc thermique en passant de Nazca à Cusco, mais le climat de Cusco est très sec parce qu'on sait on s'imagine qu'elles sont dans la région de Cusco. Et aux dernières nouvelles, Maria va très bien, je vous assure. On a vu quelques petites taches de moisissure, mais qui ne se propagent pas. Et donc, les inquiétudes de Jaime, on a expliqué à Jaime qu'il ne devait pas s'inquiéter. On fait extrêmement attention au matériel, et comme le disait Michel tout à l'heure, le but c'est de persuader Mario à remettre tout ce matériel entre les mains des autorités péruviennes. Bon, le matériel a été trouvé dans des mélanges de diatomites. Je crois savoir que les corps sont conservés dans de la diatomite. Alors aujourd'hui, j'imagine, ce sont des personnes dans l'entourage de Mario qui détiennent le matériel. Et nous, on est en fait, depuis le début de cette affaire, notre principale préoccupation, c'est de garantir qu'elles ne partent pas dans des collections privées ou à l'étranger. Alors pour le site, oui, c'est important le site, mais on n'a pas besoin du site pour établir, pour moi, la vérité, enfin quand je dis la vérité, l'authenticité de cette affaire. Et au niveau de l'Institut Incaré, nous on s'arrête là. Si vous voulez, nous, le but, ce que l'on voulait, tu me corriges Alain si je dis une connerie, mais on voulait savoir si il s'agissait d'une chose authentique ou s'il s'agissait d'une escroquerie. Et à partir de là, si on peut établir des certitudes sur l'authenticité, je pense qu'on va pouvoir le faire. Après, chacun prend ses responsabilités de citoyen et de faire pression, et j'espère que Mario va à un moment donné accepter de donner le site. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais Thierry, il y a encore plein de choses à tirer du site, mais après je vais te le donner, je vais te le laisser. C'est ce que Mario m'a dit, m'a redit, etc. Mais pour Mario, le moment n'est pas venu. Et à la limite, pourquoi pas. Maintenant, le contexte, vous savez, le contexte archéologique, Mario l'a détruit en dégageant les objets. Par exemple, ces cerveaux qu'on montre, avant de nous les remettre, il les a nettoyés à la brosse et à l'eau. Bon voilà, alors nous on arrive à les récupérer comme ça, mais Mario nous a expliqué qu'avant, je pense pas non plus qu'il les a nettoyés à la brosse,
Mais voilà, alors c'est dommage, mais au moins on récupère du matériel. Et quant à d'autres sites, Mario m'a dit qu'il avait trouvé un autre site semblable, mais pas très loin, il parle de quelques centaines de mètres, mais c'est peut-être le même site avec des ramifications, on ne sait pas. Et Mario cherche l'entrée principale, parce qu'il pense qu'il y a une entrée principale. Alors non, on n'a reçu aucune menace, ni on a des petites pressions de la part de Mario, mais on n'a pas de menace ni par les autorités. Alors j'ai été entendu par la justice de NASCAR comme témoin, et on peut imaginer que selon la tournure des événements, mon statut de témoin pourrait être en accusé ou complicité de recel ou de destruction de matériel culturel. Pour autant, bon, nous, je pense avoir fait mon devoir, et essayer d'attirer l'attention des autorités péruviennes depuis le début, c'est-à-dire depuis le début du mois de janvier. J'avais adressé un courrier au ministre de la Culture, et le courrier a été reçu. Et j'ai été contacté, mais à titre privé, par des archéologues responsables de la direction de culture de NASCAR, qui sont, entre parenthèses, convaincus de l'authenticité de l'affaire, mais le ministère de la Culture ne m'a jamais répondu de manière officielle ce qu'il aurait dû faire. Et donc, on peut difficilement quand même me reprocher de ne pas avoir alerté au bon moment les autorités. Maintenant, on peut me reprocher peut-être d'avoir réalisé des échantillons et de les avoir envoyés à l'étranger, si c'est considéré comme du matériel culturel. Cependant, comme il n'y avait pas de réponse du ministère de la Culture, on ne savait pas si ça pouvait être du chewing-gum ou du carton en pâte, quoi. Donc il fallait bien découper, prélever pour savoir si c'était du biologique. Voilà. Et c'est le seul, je pense, le seul point où l'on pourrait nous reprocher quelque chose. Et bon, pour le moment, nous de toute façon, on collabore avec la justice. On nous a demandé des copies des analyses, des radios, des scanners, des photos, des vidéos prises. Et nous, on est ouvert, on fait de la transparence, on essaie de le faire en tout cas. Pour la petite histoire, une biogénéticienne, Clara Inés Martinez, qui s'intéresse énormément à cette affaire, qui travaille pour le gouvernement suisse, devait nous filer un coup de main pour faire analyser cette Maria, pour faire ce fameux séquençage. Et elle a reçu des menaces et des pressions importantes de son milieu professionnel, au point qu'elle ne participera pas, comme on l'avait prévu, à la conférence du 7, du moins du 7 décembre, du moins pas directement. Le laboratoire de Grenade, comme par hasard, s'est déclaré incompétent pour le séquençage, alors qu'on sait très bien qu'il a tout le matériel, le dispositif, etc. Bon, peu importe, on va lancer le séquençage en Grande-Bretagne. En fait, on est à peu près sûr, en imaginant que l'affaire est authentique, on peut se mettre à faire des hypothèses, et on a l'impression de nous trouver en face de deux espèces avérées, on va dire, c'est-à-dire une espèce de 60 cm comme Alberto Josefina et ses autres congénères, donc de type reptilien, et une espèce hybride qui serait entre Alberto et l'espèce humaine. Alors je parle de Maria et Wawita. À côté de cela, il y avait, Mario aurait retrouvé énormément de petits corps de parfois 14, 20, 25, 30 cm
qui ressemblent à des, on peut pas dire des poupées, qui ressemblent à des petits corps comme celui que tu as montré, des corps de 38 cm, et aux radiographies, ces corps présentent un certain nombre d'anomalies. On voit qu'elles ont été montées, puisque les os, ce ne sont pas par exemple ce corps de 38 cm, à des vertèbres, des morceaux d'os qui n'ont pas d'articulation. Il a quatre os sur chaque membre supérieur et inférieur. Alors ça pourrait être la preuve de la fraude, mais on se dit, ces corps sont quand même, ces petits corps, je parle, sont quand même curieux, parce que les os sont quand même très symétriques. On a trouvé des implants métalliques dans certains d'entre eux, et puis on se dit pourquoi ces anomalies, qu'il est très facile de détecter aux radiographies, pourquoi on ne les retrouve pas chez Alberto, chez Josefina ou chez Maria, si c'était une fraude. Donc on se dit qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas une fraude, c'est peut-être autre chose. Est-ce qu'il s'agit de corps d'espèces qui auraient été reconstitués? Il y a par exemple au Chili une civilisation, celle des Chinchorros, qui a fait les plus vieilles momies de la planète. Elles sont 2500 ans plus vieilles que la plus vieille momie égyptienne. Et donc ils avaient une manière de momifier assez originale, c'est-à-dire qu'ils enlevaient les os, ils dépeçaient leurs morts, on va dire, et ils reconstituaient le corps avec de la terre, un mélange de terre et de végétaux. Une pâte qui devait se rapprocher peut-être de ces petits corps. Alors ces corps, on ne les a pas ni analysés à l'ADN, ni au carbone 14, parce que c'est très coûteux et que l'on s'est orienté prioritairement sur les petits gris, on va dire, et les hybrides. Et donc on ne sait pas, on est dans le questionnement, on ne sait pas ni qui, ni quand, ni pourquoi, ni comment on a fait ces petites poupées, mais encore une fois, là, je ne pense pas qu'on puisse parler de poupées. Et d'après Mario, Mario nous a montré un certain nombre d'espèces de ces corps reconstitués. Il y en a une bonne dizaine d'espèces différentes, mais on ne sait pas si elles ont été en vie ou s'il s'agit de poupées faites à partir d'os de poissons ou de je ne sais pas quoi. Cette entité, on va dire, de 38 cm, moi quand je la vois, je vois une tête de poisson, par exemple. Sauf que la partie antérieure du crâne, elle est fermée. Alors que si c'était une tête de poisson, on verrait la coupure et donc voilà, c'est un grand point d'interrogation. Nous, quand on voit les radios, quand on voit les organes et les corps, on se dit comment ça pourrait être une fraude. Il y a plein de petits détails qui nous montrent que ça paraît infalsifiable. Par exemple, quand on a dû sacrifier l'une des mains de 3 doigts, qu'on l'a ouvert, on le montre dans la petite vidéo, on voit que les tissus enveloppent les os. Et on voit les détails des os, et on se dit comment on fait ça? On voit dans certains corps les doigts qui sont quand même recroquevillés, et ça c'est un effet naturel qui vient des tendons, comme les tendons ce sont les tissus les plus durs, et en séchant au fil des siècles, eh bien ils ramènent les doigts comme ça. Et bien ça, comment on le fait? Comment on le reproduit dans le cadre d'une fraude? Il y a beaucoup on m'a sorti le coup de l'imprimante 3D. Et ben moi je dis, ok, faites-le et on compare. Moi je veux bien qu'on dise que c'est des crânes de chiens, ça me gêne pas, mais faites-le. Il y a des détails que l'on ne peut détecter que par les radios et qui ne peuvent être comprises que par des spécialistes, que par des médecins. C'est quand même une fraude qui serait extrêmement élaborée, qui est hors de portée de Mario par exemple. Et pour en discuter avec des scientifiques assez régulièrement, il y a une chercheuse française qui travaille, Sarah, qui travaille
en Grande-Bretagne, qui est venu 8 jours à Cusco, qui a vu les entités et qui regardait les détails des plissements des yeux, des plissements de la peau, des plissements de la bouche, et qui nous dit mais c'est impossible à frauder ces petits détails. Et on avait des discussions avec Alain, et je terminais souvent mes phrases en disant si c'est pas un fake, et elle me disait mais arrête de dire ça, je vais te taper. Et parce que pour les chercheurs, pour eux la messe est dite. Le docteur Salcé, il est quand même médecin légiste, responsable d'un service attaché à l'armée, à la marine mexicaine. Il a vu des autopsies, des dissections sur des dizaines ou des centaines de corps. Il peut reconnaître la différence entre une fausse ou une vraie articulation. Et quand vous le voyez au moment de la découverte des 3 œufs, et vous le voyez faire un mouvement, là, pour lui, la messédite, c'est infraudable. Donc je pense que ces gens-là, il faut les écouter. Et c'est à eux que l'on veut donner la parole le 7 décembre, pour qu'ils viennent expliquer ce qui se passe, qu'ils viennent expliquer les analyses ADN, et expliquer leur travail, et puis répondre peut-être aux sceptiques. Les questions des sceptiques, elles sont légitimes. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, déjà, si on a un document, on en a déjà, qui dit que Maria, par exemple, elle a 30% d'Homo sapiens et 70%, je dis ça pour faire court. Ouais. Et donc ça va, on espère obtenir des documents qui vont clarifier cette situation et peut-être confirmer que Maria n'est pas Homo sapiens. C'est sûr. Alors on parle de l'hypothèse positive que c'est pas une fraude. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir si c'est extraterrestre ou si ça vient de l'intraterrestre, l'intraterre. C'est, je pense, aux spécialistes d'apporter ou de chercher les réponses. Mais quand on voit Maria, on se dit quand même bon, si c'est pas Homo sapiens, alors il faut peut-être penser l'évolution si on considère que ça vient de la Terre. Si ça vient de la Terre, on a du mal à trouver la branche évolutive. José de la Cruz-Rio a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des descendants des dinosaures. Oui. Et il parle des vélociraptors, par exemple, qui avaient 3 doigts. Mais on parle de 65 millions d'années. Alors comment, dans ce cas, ces 2 espèces, je parle de cette espèce reptilienne, on va dire, et l'espèce humaine, ne se seraient pas fritées à un moment donné? Et les dernières analyses, celle qui m'intéresse, en tout cas, c'est par rapport à Maria, l'hybride. Il y a quelques semaines, Jaime Maussan a publié lors d'une conférence à Barcelone un compte-rendu d'analyse en fait portant sur le séquençage de Maria. Alors il a rendu public sur 2% du génome, et moi je lui ai dit tu n'aurais jamais dû faire ça parce que c'est 2%, et donc ça veut dire qu'il reste 98% à analyser, et ça c'était vraiment pour faire du buzz, quoi, un truc un peu encore une fois journalistique, et nous sur la base de 2% on aurait attendu. Ceci étant dit, les résultats sont quand même très intéressants, puisque ces 2% sembleraient indiquer que Maria n'aurait que 30% d'Homo sapiens, et il y a 70% de non identifiés, alors, ou de non Homo sapiens, sachant que sur ces 70%, il y a 10 à 20% d'origine de contamination bactérienne, ce dont vous parliez. Et qui laisse quand même 56, peut-être 60% de génome inconnu au BLAST. Le BLAST, c'est la banque de données
qu'utilisent en Amérique du Nord les laboratoires pour pouvoir identifier l'origine d'ADN et qui comprend des millions et des millions d'exemplaires, d'espèces, de toutes sortes. Et donc sur ces 2%, on n'a pas pu rattacher Maria à 100% d'Homo sapiens. Et à titre personnel, j'ai trouvé les résultats trop beaux pour être vrais, au point où à l'Institut Ankari, on a relancé un nouveau séquençage qui a débuté, qui est sur le point de débuter dans un laboratoire en Grande-Bretagne. On a également reçu des informations de la part de Mario. Je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un mois à Nazca, et il m'a communiqué un document portant sur des résultats qui venaient d'un laboratoire de Saint-Pétersbourg et qui portait sur l'analyse comparative de l'ADN du pied, de la main et du corps de Maria, pour répondre à certains détracteurs qui, non seulement en France, mais au Pérou également, prétendent que Maria serait une momie Nazca, qui aurait été mutilée. On lui aurait coupé les oreilles, on lui aurait coupé les mains et les pieds pour rajouter de fausses mains, pour lui donner donc un caractère alien. Et donc, on a joué le jeu, puisque au laboratoire de Saint-Pétersbourg, l'hypothèse était les mains et les pieds de Maria ont été montés sur une momie Nazca. Donc on n'a vraiment pas cherché à influencer dans le sens de l'authenticité ces analyses. Et les résultats d'analyse ADN et carbone 14 ont montré que les trois échantillons coïncident. C'est-à-dire que pour le laboratoire donc écarte l'hypothèse d'un trucage, écarte l'hypothèse que les mains et les pieds de Maria aient été montés sur un corps humain de l'époque. Alors ça, c'est en fait c'est un document sur lequel on est tombé un peu par hasard, puisque c'est de l'entourage de Jaime Maussan, quelqu'un de l'entourage que je ne veux pas citer, qui a communiqué un peu secrètement les résultats à Mario. Et Mario nous a filé une copie de ce document. Et donc ces résultats semblent confirmer, si le laboratoire ne s'est pas planté, semble confirmer définitivement la nature authentique de Maria. Pour autant, encore une fois, moi, les résultats me semblent trop beaux, donc on a relancé dans un laboratoire d'Amérique du Nord, on a relancé une nouvelle analyse de ces trois échantillons, le pied, la main et le corps de Maria. Le laboratoire a reçu les échantillons il y a déjà 2 semaines, ils nous ont promis les résultats pour la conférence du 7. On a rencontré une personne dans la région de Paracas qui connaît Mario et qui nous a expliqué comment ils auraient trouvé 2 autres corps comme Maria, et il nous aurait expliqué comment elles ont été vendues en passant par Arequipa, la Bolivie, le Brésil, et aujourd'hui elles seraient en Russie. Et le fait que très peu de choses a été diffusé au sujet de ces deux corps m'amène à penser que c'est peut-être vrai. Oui, on a noté des cavités, des petites cavités sous-oculaires, et bon, il y a l'Académie de Russie, nationale de Russie, qui a identifié plus d'une dizaine d'anomalies, on va dire, chez Maria, en comparaison à l'espèce humaine, à l'espèce Homo sapiens. Par exemple, nous on a constaté qu'elle n'avait pas de sein, pas de mamelle. Elle n'a pas de nombril non plus. On n'a pas détecté un nombril. Alors, concernant le bébé que Jaime Maussan a baptisé Wawita, Wawita ça rend quelque chose, ça veut dire bébé.
Et donc, comme je le disais dans la vidéo, semble. Alors, c'est une petite fille, elle a 7-8 mois, et d'après les scanners, elle présente les mêmes particularités, les mêmes anomalies, on va dire, que Maria, c'est-à-dire une tête hypertrophiée, mais qui correspond peut-être au bébé, quoi. Les bébés de cet âge ont souvent une tête un peu plus développée. Elle a 2 pieds, 2 mains, 3 doigts qui comprennent 5 phalanges. Et ce qui a retenu notre attention, c'est que c'est un bébé très fragile. Par exemple, la tête ne tient qu'avec quelques tissus. Enfin, la cervicale est rompue, et donc on imagine mal des fraudeurs qui auraient manipulé donc cette petite chose qui se serait cassée finalement. Et d'ailleurs, on voit sous le coup des bandelettes de coton que les gens à l'époque ont mis pour reposer sa tête. Ouais. Et donc on se dit, c'est quand même assez bluffant, quoi. On n'a pas encore réalisé des analyses, mais on a laissé des analyses en fait à une équipe anglaise, et on devrait avoir des nouvelles de Wawita le 10 novembre avec toute une série d'autres analyses. Memosan a également fait courir le bruit que Wawita pourrait être la petite fille de Maria. Mais ça, c'est un peu du marketing parce que on ne le sait pas. En revanche, c'est possible, mais c'est vraiment un pronostic à 2 balles, tu vois. Et ça, c'est les analyses ADN qui pourront le dire ou pas. Voilà. On voit très bien les organes internes de Maria, on voit son cœur, ses poumons, on voit les 4 ventricules, on sait même ce qu'elle a mangé au moment de son décès. Et quant au petit gris, on voit des organes, mais alors supposés organes, mais les médecins ne peuvent pas les identifier, ils sont desséchés, tout est desséché. À travers les scanners, Raymond Dossalas a même pu atteindre les 3 œufs. Et il nous dit, ou 3 supposés œufs, il nous dit qu'à l'intérieur on ne voit rien, c'est vide. Alors il suppose qu'avec le temps ça s'est desséché. Mais on sait qu'il ne s'agit pas de pierre, qu'il ne s'agit pas d'objets en bois ou en fer. Ces objets sont translucides. Et donc s'il s'agissait de pierre ou de fer, on ne verrait pas les côtes derrière. Et elles sont typiques d'une calcification de type œuf ou de type os, quelque chose comme ça. On l'a dit dès le début de l'opération de crowdfunding, tous les documents seront publiés. Pour le moment, on ne tient pas à diffuser les documents parce que on est dans la phase des analyses et que c'est un sujet qui est tellement clivant qu'on a besoin de laisser les chercheurs chercher et faire leurs analyses, tirer leurs conclusions. Vous savez que si on commence à mettre sur internet les radios, les scanners, il va y avoir à travers le monde des centaines ou des milliers de pseudo-médecins ou de pseudo-spécialistes qui eux vont dire que c'est vrai, d'autres vont dire que c'est faux, et ça va être un peu la cacophonie. Et donc on a besoin surtout les chercheurs ont besoin de sérénité, et passer cette phase, et donc sûrement dans le courant de 2018, je peux vous promettre que tout sera diffusé, tout sera publié. Nous on est vraiment pour la transparence, on veut savoir s'il s'agit d'une histoire authentique ou s'il s'agit d'une fraude, et donc on mettra tout sur le web.
nous allons rencontrer le 10 novembre à Paris une équipe anglaise qui est venue nous voir à Cusco, qui a pris des échantillons non seulement de Maria, mais également des petits gris et de Wawita. Et ils nous ont donné rendez-vous à Paris pour les résultats le 10 novembre. Et ce que l'on m'a dit, alors on ne connaît pas les résultats, mais apparemment les chercheurs ont l'air très excités par ces résultats, au point que un responsable d'un studio de cinéma américain se joint à l'équipe anglaise pour nous rencontrer le 10. Voilà. On a fait un prélèvement d'un anneau, celui que l'on avait récupéré de la main de Paul Roncero. Et puis on a fait un prélèvement d'une pierre qui ressemble un peu à une météorite, qui pèse relativement lourd, qui est apparemment riche en minerais, qui ressemble à un matériel fondu avec des trous assez curieux. Et donc on a ces 4 échantillons qui ont été déposés dans une institution très reconnue au Pérou. On les a laissés le jour où je prenais l'avion pour venir en France, donc j'imagine que les résultats sont déjà prêts, et je pense que le 7 décembre, on fera connaître leur nature. Mon gros regret personnel, c'est de n'avoir pas pu retirer un échantillon de l'objet métallique qu'il y a dans la hanche d'Alberto, parce que ça me semble être le métal le plus intéressant. La prothèse, si c'en est une, était trop fichée dans l'os, et une petite partie de l'os la recouvre, et nous on ne se sentait pas de prendre le risque d'abîmer la hanche de Mario. On s'est dit, bon, le truc est là, on va attendre l'occasion de faire le prélèvement avec des moyens plus adéquats, donc on s'est abstenu. Voilà. Donc on a déjà 4 échantillons qui sont en analyse. Apparemment tous les autres implants sont en métaux. On n'a pas non plus analysé l'implant qu'il y a le double implant qu'il y a dans la main du petit personnage dont on parlait tout à l'heure, là, de 38 cm. Là c'est pareil, pour revenir à cette petite poupée, encore une fois ce petit texte, pourquoi faire une fraude comme ça? Pourquoi lui mettre un double implant? Ça n'a pas trop de sens. Donc les démarches vis-à-vis du gouvernement français ont bien été lancées, en fait à plusieurs niveaux. On a fait 2 choses. J'ai mis un peu de temps, j'avoue, et d'ailleurs je m'en excuse auprès de Thierry. J'ai mis un peu de temps pour passer par la grande porte auprès de l'Élysée, parce qu'en fait, voilà, on me proposait un contact quasi direct avec le président de la République française à travers un bras droit, etc. Et puis ça a tardé, c'était remis. On a des agents des renseignements qui sont entrés en contact à un moment donné. Et puis on nous faisait attendre. Alors donc, finalement, à un moment donné, on est passé par la grande porte en leur proposant le rapport Nazca. Et donc nous avons d'ailleurs les preuves du fait que non seulement on les a envoyés, mais en plus ils les ont reçus. Ce qui ne nous a pas empêché de transmettre toutefois ce document via un proche du président de la République française. Est-ce qu'il le lui a remis? Je ne sais pas. Est-ce que, bon, c'est quelqu'un qui normalement est ouvert sur ce genre de questions bon, c'est un dossier quand même extrêmement sensible. Est-ce que le président de la République a pu comprendre de quoi il s'agissait? Est-ce qu'il a demandé une enquête? Est-ce qu'il a décidé d'aller plus loin ou de jeter cette proposition à la corbeille? On ne peut pas le savoir. Mais le fait est que pour l'instant,
nous n'avons pas encore été contactés par le gouvernement sur le sujet. Encore une question à M. Ribardière, justement. Où en êtes-vous de votre projet de déplacement au Pérou prochainement, je crois, et quel en sera le thème? Alors, j'aurai la grande chance d'être accueilli par Thierry, normalement au 1er décembre. Donc je vais rester une huitaine de jours. Je compte faire plusieurs choses là-bas. Si on en a la possibilité, récolter un certain nombre d'informations dont nos spécialistes en médecine ont besoin. J'espère que nous pourrons avoir ça. Alors peut-être que j'aurai l'occasion à ce moment-là de rencontrer les spécialistes péruviens qui pourront m'en informer, puisqu'ils ont déjà pris un certain nombre d'éléments. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui est très important, puisque l'Institut Incaré Cusco envisage aussi la possibilité de placer l'ensemble de la découverte, et peut-être même le site, entre les mains de l'UNESCO. Donc actuellement, j'étudie avec l'autorisation de Thierry, bien entendu, la possibilité de réaliser la constitution d'une organisation internationale qui regroupera des scientifiques de tout ordre ayant eu l'occasion de faire des examens cliniques et d'accéder aux analyses génétiques, radiologiques, etc. De façon à ce que l'UNESCO réalise qu'il y a des gens sérieux qui ont une organisation internationale avec une charte éthique, qui ont une certaine éthique, et prennent les choses en main. Je crois que c'est une question importante derrière tout ça, puisque au-delà de tout ça, on est en train de se demander est-ce que ces matériaux, qui sont un véritable trésor pour l'humanité, on ne peut pas se le cacher, appartiennent bien à la nation péruvienne, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut relever tout simplement du patrimoine mondial de l'humanité? Il y a à peu près un an, on était à des années-lumière de s'imaginer que je serais devant vous dans un an en train de parler d'un truc d'extraterrestre ou de momie de l'affaire de Nazca. Comme quoi le destin peut changer. Moi, encore une fois, je ne l'ai pas précisé, j'aime bien le préciser avant chaque conférence ou intervention. L'Institut Incaré, c'est une ONG dédiée uniquement à la recherche archéologique. On travaille sur la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et à la recherche de son principal centre d'occupation, un site qu'on appelle Paititi, qu'on cherche depuis le XVIe siècle. Et on n'a vraiment rien d'ufologique, nous ne sommes pas des ufologues, c'est vraiment un peu un concours de circonstances si on a reçu cette histoire dans les bras. Et vous dire ce qu'il en sera dans un an, peut-être qu'on sera complètement déconsidéré, peut-être que je passerai pour le roi des blaireaux qui a risqué inutilement sa réputation professionnelle et celle de l'Institut Incaré, mais bon, c'est un pari qu'on a accepté. Moi, quand j'ai eu ce matériel, que j'ai eu la conviction qu'il pouvait s'agir de quelque chose d'authentique, je me suis dit, comme citoyen du monde, que je n'avais pas le droit de garder cette information seulement pour moi, et que à travers le monde, il y avait sûrement des millions de personnes qui espèrent cette information depuis des dizaines d'années, et que si on avait la chance d'avoir cette preuve, eh bien, il fallait la diffuser. Et donc, on a pris le risque, d'être ridiculisé s'il s'agit d'une fraude. Mais s'il s'agit d'une fraude, j'espère que nous serons les premiers à la dénoncer, parce que nous, on n'affirme pas qu'il s'agit de quelque chose d'authentique, et quand bien même ce serait authentique, on ne peut pas dire d'où ça vient. Ça peut venir de la Terre, ça peut venir d'on ne sait où, et là c'est plutôt à nos amis ufologues, aux chercheurs, aux astrophysiciens, aux biologistes, je ne sais pas, qui pourront apporter ces réponses. Nous, à l'Institut Incaré, on voulait savoir, déterminer s'il s'agissait d'une fraude ou s'il s'agissait de quelque chose d'authentique. Et nous, on ne va pas au-delà de ça. C'est pas notre compétence. Voilà. Donc peut-être, oui, on a fait un pari fou,
Mais je pense que s'il y a une chance sur 1 million, ça valait la peine de la tenter pour ne pas avoir de regrets. Mais il y a tellement d'analyses qui sont entreprises actuellement, et il y a tellement de matériel que je ne vois pas comment, encore une fois, si c'est authentique, comment on pourra occulter cette affaire. J'imagine mal un gouvernement, quel qu'il soit, venir dire qu'il s'agit de faux grossiers, d'un gros fake, comme je l'ai entendu, si les analyses prouvent le contraire. L'ADN ne fait pas de politique, n'a pas de considération religieuse ni culturelle. L'ADN, c'est l'ADN, les chiffres sont les chiffres, les diagrammes, les courbes, et après ce sont aux scientifiques de les interpréter et de les expliquer. Et en cas de confirmation de l'authenticité, je crois que c'est une responsabilité individuelle comme citoyen du monde à diffuser cette information. Après, si d'autres chercheurs maintiennent qu'on a payé les laboratoires, que les scanners se sont trompés, etc., comme on l'a déjà entendu, eh bien, c'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de la croyance. Et dans ce cas-là, moi, si des gens, des pseudo-scientifiques disent j'y crois pas, c'est un gros fake, moi, ça me dérange pas. Qu'ils continuent à le croire, hein, ça n'empêche pas la planète de tourner. Voilà. Et peut-être qu'il faut un peu de temps, et voilà. Je pense pas que l'information sera reconnue comme ça facilement par le milieu politique. Compte tenu des implications que ça engendre ou que ça pourrait engendrer, je pense qu'il faut donner du temps à ce que l'information passe,